trop de faveur tue. Roman de Henri Bell Stendhal. C'est le titre qu'un poète espagnol a donné à cette histoire dont il a fait une tragédie. Je me garde bien d'emprunter aucun des ornements à l'aide desquels l'imagination de cet Espagnol a cherché à embellir cette peinture triste de l'intérieur d'un couvent. Plusieurs de ces inventions augmentent en effet l'intérêt, mais, fidèle à mon désir qui est de faire connaître les hommes simples et passionnés du XVe siècle, desquels provient la civilisation actuelle, je donne cette histoire sans ornement et telle qu'avec un peu de ferveur, on peut la lire dans les archives de l'évêché de où se trouvaient toutes les pièces originales et le curieux récit du comte Buondelmonte. Dans une ville de Toscane que je ne nommerai pas existait en 1589 et existe encore aujourd'hui un couvent sombre et magnifique. Ses murs noirs, hauts de 50 pieds au moins, attristent tout un quartier. 3 rues sont bordées par ces murs, du 4e côté s'étend le jardin du couvent, qui va jusqu'au rempart de la ville. Ce jardin est entouré d'un mur moins haut. Cette abbaye, à laquelle nous donnons le nom de Saint-Triparata, ne reçoit que des filles appartenant à la plus haute noblesse. Le 20 octobre 1587, toutes les cloches de l'abbaye étaient en mouvement. L'église ouverte aux fidèles est étendue de magnifiques tapisseries de damas rouge, garnies de riches franges d'or. La Sainte Sœur Virgilia, maîtresse du nouveau grand-duc de Toscane, Ferdinand Ier, avait été nommée abbesse de Saint-Triparata la veille au soir, et l'évêque de la ville, suivi de tout son clergé, allait l'introniser. Toute la ville était en émoi et la foule telle dans les rues voisines de Saint-Triparata qu'il était impossible d'y passer. Le cardinal Ferdinand de Médicis, qui venait de succéder à son frère François, sans pour cela renoncer au chapeau, avait 36 ans et était cardinal depuis 25 ans, ayant été élu à cette haute dignité à l'âge de 11 ans. Le règne de François, célèbre encore de nos jours par son amour pour Bianca Capello, avait été marqué par toutes les folies que l'amour des plaisirs peut inspirer à un prince peu remarquable par la force de caractère. Ferdinand, de son côté, avait eu à se reprocher quelques faiblesses du même genre que celles de son frère. Ses amours avec la sœur Oblate Virgilia étaient célèbres en Toscane, mais il faut le dire, surtout par leur innocence. Tandis que le grand-duc François, sombre, violent, entraîné par ses passions, ne songeait pas assez au scandale produit par ses amours, il n'était question dans le pays que de la haute vertu de la sœur Virgilia. L'ordre des Oblates, auquel elle appartenait, permettant à ces religieuses de passer environ les 2 tiers de l'année dans la maison de leurs parents, elle voyait tous les jours le cardinal de Médicis, quand il était à Florence. 2 choses faisaient l'étonnement de cette vilaine volupté, dans ses amours d'un prince jeune, riche et autorisé à tout par l'exemple de son frère. La sœur Virgilia, douce, timide, et d'un esprit plus qu'ordinaire, n'était point jolie, et le jeune cardinal ne l'avait jamais vue qu'en présence de 2 ou 3 femmes dévouées à la noble famille Respicio, à laquelle appartenait cette singulière maîtresse d'un jeune prince du sang. Le grand-duc François était mort le 19 octobre 1587 sur le soir. Le 20 octobre avant midi, les plus grands seigneurs de sa cour, et les négociants les plus riches, car il faut se rappeler que les Médicis n'avaient été dans l'origine que des négociants. Leurs parents et les personnages les plus influents de la cour étaient encore engagés dans le commerce, ce qui empêchait ces courtisans d'être tout à fait aussi absurdes que leurs collègues des cours contemporaines. Les premiers courtisans, les négociants les plus riches se rendirent, le 20 octobre au matin, dans la modeste maison de la sœur Oblate Virgilia, laquelle fut bien étonnée de ce concours. Le nouveau grand-duc Ferdinand voulait être sage, raisonnable, utile au bonheur de ses sujets, il voulait surtout bannir l'intrigue de sa cour. Il trouva, en arrivant au pouvoir, que la plus riche abbaye de femmes de ses États, celle qui servait de refuge à toutes les filles nobles que leurs parents voulaient sacrifier à l'éclat de leur famille, et à laquelle nous donnerons le nom de l'abbaye de Saint-Triparata, était vacante. Il n'hésita pas à nommer à cette place la femme qu'il aimait. L'abbaye de Saint-Triparata appartenait à l'ordre de Saint-Benoît, dont les règles ne permettaient point aux religieuses de sortir de la clôture. Au grand étonnement du bon peuple de Florence, le prince cardinal ne vit point la nouvelle abbesse, mais d'un autre côté, par une délicatesse du cœur qui fut remarquée, l'on peut dire généralement blâmée par toutes les femmes de sa cour, il ne se permit jamais de voir aucune femme en tête à tête. Lorsque ce plan de conduite fut bien avéré, les attentions des courtisans allaient chercher la sœur Virgilia jusque dans son couvent, et ils crurent remarquer, malgré son extrême modestie, qu'elle n'était point insensible à cette attention, la seule que son extrême vertu permit au nouveau souverain. Le couvent de Saint-Triparata avait souvent à traiter des affaires d'une nature fort délicate. Ces jeunes filles des familles les plus riches de Florence ne se laissaient point exiler du monde, alors si brillant, de cette ville si riche, de cette ville qui était la capitale du commerce de l'Europe, sans jeter un œil de regret sur ce qu'on leur faisait quitter. Souvent ils réclamaient hautement contre l'injustice de leurs parents, quelquefois elles demandaient des consolations à l'amour, et l'on avait vu les haines et les rivalités du couvent venir agiter la haute société de Florence.
Il était résulté de cet état des choses que l'abbesse de Saint-Triparata obtenait des audiences assez fréquentes du grand-duc régnant. Pour violer le moins possible la règle de Saint-Benoît, le grand-duc envoyait à l'abbesse une de ses voitures de gala, dans laquelle prenaient place 2 dames de sa cour, lesquelles accompagnaient l'abbesse jusque dans la salle d'audience du palais du grand-duc, à la Via Larga, laquelle est immense. Les 2 dames témoins de la clôture, comme on les appelait, prenaient place sur des fauteuils près de la porte, tandis que l'abbesse s'avançait seule et allait parler au prince qui l'attendait à l'autre extrémité de la salle, de sorte que les dames témoins de la clôture ne pouvaient entendre rien de ce qui se disait durant cette audience. D'autres fois le prince se rendait à l'église de Saint-Triparata, on lui ouvrait les grilles du chœur et l'abbesse venait parler à son Altesse. Ces 2 façons d'audience ne convenaient nullement au grand-duc. Elles eussent peut-être donné des forces à un sentiment qu'il voulait affaiblir. Toutefois, des affaires d'une nature assez délicate ne tardaient pas à survenir dans le couvent de Saint-Triparata. Les amours de la sœur Félix de Glialmieri en troublaient la tranquillité. La famille de Glialmieri était une des plus puissantes et des plus riches de Florence. 2 des 3 frères, à la vanité desquels on avait sacrifié la sœur Félix, étant venus à mourir et le 3e n'ayant pas d'enfant, cette famille s'imagina être en but à une punition céleste. La mère et le frère qui survivaient, malgré le vœu de pauvreté qu'avait fait Félix, lui rendaient, sous forme de cadeaux, les biens dont on l'avait privé pour faire briller la vanité de ses frères. Le couvent de Saint-Triparata comptait alors 43 religieuses. Chacune d'elles avait sa camériste noble. C'étaient des jeunes filles prises dans la pauvre noblesse, qui mangeaient à une seconde table et recevaient du trésorier du couvent un écu par mois pour leurs dépenses. Mais, par un usage singulier et qui n'était pas très favorable à la paix du couvent, on ne pouvait être camériste noble que jusqu'à l'âge de 30 ans. Arrivées à cette époque de la vie, ces filles se mariaient ou étaient admises comme religieuses dans des couvents d'un ordre inférieur. Les très nobles dames de Saint-Triparata pouvaient avoir jusqu'à 5 femmes de chambre, et la sœur Félix de Glialmieri prétendait en avoir 8. Toutes les dames du couvent, que l'on supposait galantes, et elles étaient au nombre de 15 ou 16, soutenaient les prétentions de Félix, tandis que les 26 autres se montraient hautement scandalisées et parlaient de faire appel au prince. La bonne sœur Virgilia, la nouvelle abbesse, était loin d'avoir une tête suffisante pour terminer cette grave affaire. Les 2 parties semblaient exiger qu'elle est soumise à la décision du prince. Déjà, à la cour, tous les amis de la famille des Almieri commençaient à dire qu'il serait étrange que l'on voulût empêcher une fille d'aussi haute naissance que Félix, et autrefois aussi barbarement sacrifiée par sa famille, de faire l'usage qu'elle voudrait de sa fortune, surtout cet usage étant aussi innocent. D'un autre côté, les familles des religieuses âgées ou moins riches ne manquaient pas de répondre qu'il était pour le moins singulier de voir une religieuse, qui avait fait vœu de pauvreté, ne pas se contenter du service de 5 femmes de chambre. Le grand-duc voulut couper court à une tracasserie qui pouvait agiter la ville. Ses ministres le pressaient d'accorder une audience à l'abbesse de Saint-Triparata, et comme cette fille, d'une vertu céleste et d'un caractère admirable, ne gagnerait probablement pas à piquer son esprit tout absorbé dans les choses du ciel au détail d'une tracasserie aussi misérable, le grand-duc devrait lui communiquer une décision qu'elle serait seulement chargée d'exécuter. Mais comment pourrais-je prendre cette décision, se disait ce prince raisonnable, si je ne sais absolument rien des raisons qui peuvent faire valoir les 2 parties? D'ailleurs, il ne voulait point se faire un ennemi de la puissante famille des Almieri. Le prince avait pour ami intime le comte Buon d'Elmont, qui avait une année de moins que lui, c'est-à-dire 35 ans. Ils se connaissaient depuis le berceau, ayant eu la même nourrice, une riche et belle paysanne du Casentino. Le comte Buon d'Elmont, fort riche, fort noble et l'un des plus beaux hommes de la ville, était remarquable par l'extrême indifférence et la froideur de son caractère. Il avait renvoyé bien loin la prière d'être Premier ministre, que le grand-duc Ferdinand lui avait adressée le jour même de son arrivée à Florence. « Si j'étais à votre place, lui avait dit le comte, j'abdiquerais aussitôt. Jugez si je voudrais être le ministre d'un prince et ameuter contre moi les haines de la moitié des habitants d'une ville où je compte passer ma vie. » Au milieu des embarras de cour que les dissensions du couvent de Saint-Triparata donnaient au grand-duc, il pensa qu'il pouvait avoir recours à l'amitié du comte. Celui-ci passait sa vie dans ces terres, dont il dirigeait la culture avec beaucoup d'application. Chaque jour il donnait 2 heures à la chasse ou à la pêche, suivant les saisons et jamais on ne lui avait connu de maîtresse. Il fut fort contrarié de la lettre du prince qu'il appelait à Florence. Il le fut bien davantage, quand le prince lui eut dit qu'il voulait le faire directeur du noble couvent de Saint-Triparata. « Sachez, lui dit le comte, que j'aimerais presque encore mieux être Premier ministre de votre Altesse. La paix de l'âme est mon idole, et que voulez-vous que je devienne au milieu de toutes ces brebis enragées? Ce qui m'a fait jeter les yeux sur vous, mon ami, c'est que l'on sait que jamais femme n'a eu d'empire sur votre âme pendant une journée entière. Je suis bien loin d'avoir le même bonheur. Il n'eût tenu qu'à moi de recommencer toutes les folies que mon frère a faites pour Bianca Capello.
Ici, le prince entra dans des confidences intimes, à l'aide desquelles il comptait séduire son ami. Sachez, lui dit-il, que, si je revois cette fille si douce que j'ai fait abbesse de Saint-Triparata, je ne puis plus répondre de moi. Et où serait le mal? Lui dit le comte. Si vous trouvez du bonheur à avoir une maîtresse, pourquoi n'en prendriez-vous pas une? Si je n'en ai pas près de moi, c'est que toute femme m'ennuie par son commérage et les petitesses de son caractère, au bout de 3 jours de connaissance. Moi, lui dit le grand-duc, je suis cardinal. Le pape, il est vrai, m'a donné la permission de résigner le chapeau et de me marier, en considération de la couronne qui m'est survenue. Mais je n'ai point envie de brûler en enfer et, si je me marie, je prendrai une femme que je n'aimerais point et à laquelle je demanderai des successeurs pour ma couronne et non point les douceurs vulgaires du mariage. C'est à quoi je n'ai rien à dire, répondit le comte, moi qui ne crois point que le Dieu Tout-Puissant abaisse ses regards jusqu'à ses misères. Rendez vos sujets heureux et honnêtes gens, si vous le pouvez, et du reste ayez 36 maîtresses. Je n'en veux pas même avoir une, répliqua le prince en riant, et c'est à quoi je suis fort exposé, si je revoyais l'abbesse de Saint-Triparata. C'est bien la meilleure fille du monde et la moins capable de gouverner, je ne dis pas un couvent rempli de jeunes filles enlevées au monde malgré elle, mais bien la réunion la plus sage de femmes vieilles et dévotes. Le prince avait une crainte si profonde de revoir la sœur Virgilia que le comte en fut touché. S'il manque à l'espèce de vœu qu'il a fait en recevant du pape la permission de se marier, se dit-il en pensant au prince, il est capable d'avoir le cœur troublé pour le reste de sa vie, et le lendemain, il alla au couvent de Saint-Triparata, où il fut reçu avec toute la curiosité et tous les honneurs dus aux représentants du prince. Ferdinand Ier avait envoyé un de ses ministres déclarer à l'abbesse et aux religieuses que les affaires de son état ne lui permettaient pas de s'occuper de leur couvent et qu'il remettait à tout jamais son autorité au comte Buon d'Helmont, dont les décisions seraient sans appel. Après avoir entretenu la bonne abbesse, le comte fut scandalisé du mauvais goût du prince. Elle n'avait pas le sens commun et n'était rien moins que jolie. Le comte trouva fort méchantes les religieuses qui voulaient empêcher Félix de Guglielmiri de prendre de nouvelles femmes de chambre. Il avait fait appeler Félix au parloir. Elle fit répondre avec impertinence qu'elle n'avait pas le temps de venir, ce qui amusa le comte, jusque-là assez ennuyé de sa mission et se repentant de sa complaisance pour le prince. Il dit qu'il aimait autant parler aux femmes de chambre qu'à Félix elle-même, et fit dire aux 5 femmes de chambre de paraître au parloir. 3 seulement se présentèrent et déclarèrent au nom de leur maîtresse qu'elles ne pouvaient se passer de la présence de 2 d'entre elles, sur quoi le comte, usant de ses droits comme représentant du prince, fit entrer 2 de ses gens au couvent, qui lui amenèrent les 2 femmes de chambre récalcitrantes, et il s'amusa 1 heure durant au bavardage de ces 5 filles jeunes et jolies et qui la plupart du temps parlaient tout à la fois. Ce fut alors seulement que, parce qu'elle lui révélait à leur insu, le vicaire du prince comprit à peu près ce qui se passait dans ce couvent. 5 ou 6 religieuses seulement étaient âgées, une vingtaine, quoique jeunes, étaient dévotes, mais les autres, jeunes et jolies, avaient des amants vils. À la vérité, elles ne pouvaient les voir que fort rarement. Mais comment les voyait-elle? C'est ce que le comte ne voulut pas demander aux femmes de chambre de Félix, et qu'il se promit de savoir bientôt en plaçant des observateurs autour du couvent. Il apprit à son grand étonnement qu'il y avait des amitiés intimes parmi les religieuses, et que c'était là surtout la cause des haines et des dissensions intérieures. Par exemple, Félix avait pour amie intime Rodelinde de P. Céliane, la plus belle personne du couvent après Félix, avait pour amie la jeune Fabienne. Chacune de ces dames avait sa camériste noble qu'elle admettait à plus ou moins de faveur. Par exemple, Martona, la camériste noble de Madame l'abbesse, avait conquis sa faveur en se montrant plus dévote qu'elle. Elle priait à genoux à côté de l'abbesse 5 ou 6 heures de chaque journée, mais ce temps lui semblait fort long, au dire des femmes de chambre. Le comte apprit encore que Roderick et Lancelot étaient les noms de 2 amants de ces dames, apparemment de Félix et de Rodelinde, mais il ne voulut pas faire de questions directes à ce sujet. L'heure qu'il passa avec les femmes de chambre ne lui sembla point longue, mais elle parut éternelle à Félix, qui voyait sa dignité outragée par l'action de ce vicaire du prince, qui la priva à la fois du service de ces 5 femmes de chambre. Elle n'y put tenir, et entendant de loin qu'on faisait beaucoup de bruit dans le parloir, elle y fit éruption, quoique sa dignité lui dit que cette façon d'y paraître, mue évidemment pour un transport d'impatience, pouvait être ridicule après avoir refusé de se rendre à l'invitation officielle de l'envoyé du prince. Mais je saurais bien rabattre le caquet de ce petit monsieur, se dit Félix, la plus impérieuse des femmes. Elle fit donc éruption dans le parloir, en saluant fort légèrement l'envoyé du prince et ordonnant à une de ses femmes de chambre de la suivre. « Madame, si cette fille vous obéit, je vais faire rentrer mes gens dans le couvent et ils la ramèneront à l'instant devant moi. Je la prendrai par la main. Vos gens oseront-ils lui faire violence? Mes gens amèneront dans ce parloir et vous, madame. Et moi? Et vous-même?
et si cela me convient, je vais vous faire enlever de ce couvent, et vous irez continuer à travailler à votre salut dans quelques petits couvents bien pauvres, situés au sommet de quelques montagnes de l'Apennin. Je puis faire cela et bien d'autres choses. » Le comte remarqua que les 5 femmes de chambre pâlissaient. Les joues de Félise elles-mêmes prirent une teinte de pâleur qui la rendit plus belle. « Voici certainement, se dit le comte, la plus belle personne que j'ai rencontrée de ma vie, il faut faire durer la scène. » Elle dura en effet près de 3/4 d'heure. Félise y montra son esprit et surtout une hauteur de caractère qui amusèrent beaucoup le vicaire du prince. À la fin de la conférence, le ton du dialogue s'étant beaucoup radouci, il sembla au comte que Félise était moins jolie. Il faut lui rendre sa fureur, pensa-t-il. Il lui rappela qu'elle avait fait vœu d'obéissance et que, si à l'avenir elle montrait l'ombre de résistance aux ordres du prince qu'il était chargé d'apporter au couvent, il croirait utile à son salut de l'envoyer passer 6 mois dans le plus ennuyeux des couvents de l'Apennin. À ce mot, Félise fut superbe de colère. Elle lui dit que les saints martyrs avaient souffert davantage de la barbarie des empereurs romains. « Je ne suis point un empereur, madame, de même que les martyrs ne mettaient point toute la société en combustion pour avoir 2 femmes de chambre de plus, en ayant déjà 5, aussi aimables que ces demoiselles. » Il la salua très froidement et sortit, sans lui laisser le temps de répondre et la laissant furieuse. Le comte resta à Florence et ne retourna point dans ses terres, curieux de savoir ce qui se passait réellement au couvent de Saint-Triparata. Quelques observateurs que lui fournit la police du grand-duc, et que l'on plaça auprès du couvent et autour des immenses jardins qu'il possédait près de la porte qui conduit à Fiesole, lui eurent bientôt fait connaître tout ce qu'il désirait savoir. Roderical, l'un des jeunes gens les plus riches et les plus dissipés de la ville, était l'amant de Félise et la douce Rodelinde, son ami intime, faisait l'amour avec Lancelopé. Jeune homme qui s'était fort distingué dans les guerres que Florence avait soutenues contre Pise. Ces jeunes gens avaient à surmonter de grandes difficultés pour pénétrer dans le couvent. La sévérité avait redoublé, ou plutôt l'ancienne licence avait été tout à fait supprimée depuis l'avènement au trône du grand-duc Ferdinand. L'abbesse Virgilia voulut faire suivre la règle dans toute sa sévérité, mais ses lumières et son caractère ne répondaient point à ses bonnes intentions, et les observateurs mis à la disposition du comte lui apprirent qu'il ne se passait guère de mois sans que Roderick, Lancelot et 2 ou 3 autres jeunes gens, qui avaient des relations dans le couvent, ne parvinssent à voir leur maîtresse. Les immenses jardins du couvent avaient obligé l'évêque à tolérer l'existence de 2 portes qui donnaient dans l'espace vague qui existe derrière le rempart, au nord de la ville. Les religieuses fidèles à leur devoir, et qui étaient en grande majorité dans le couvent, ne connaissaient point ces détails avec autant de certitude que le comte, mais elles les soupçonnaient et partaient de l'existence de cet abus pour ne point obéir aux ordres de l'abbesse en ce qui les concernait. Le comte comprit facilement qu'il ne serait point aisé de rétablir l'ordre dans ce couvent, tant qu'une femme aussi faible que l'abbesse serait à la tête du gouvernement. Il parla dans ce sens au grand-duc, qui l'engagea à user de la plus extrême sévérité, et qui en même temps ne parut point disposé à donner à son ancien ami le chagrin d'être transféré dans un autre couve, pour cause d'incapacité. Le comte revint à Saint-Triparata, fort résolu d'user d'une extrême rigueur afin de se débarrasser au plus vite de la corvée dont il avait eu l'imprudence de se charger. Félise, de son côté, encore bien irritée de la façon dont le comte lui avait parlé, était bien résolu à profiter de la première entrevue pour reprendre le ton qu'il convenait à la haute noblesse de sa famille, et à la position qu'elle occupait dans le monde. À son arrivée au couvent, le comte fit appeler sur le champ Félise, afin de se délivrer d'abord de ce que la corvée avait de plus pénible. Félise, de son côté, vint au parloir déjà animé par la plus vive colère, mais le comte la trouva fort belle, il était fin connaisseur en ce genre. Avant de déranger cette physionomie superbe, se dit-il, donnons-nous le temps de bien la voir. Félise de son côté admira le ton raisonnable et froid de ce bel homme, qui, dans le costume complètement noir qu'il avait cru devoir adopter à cause des fonctions qu'il venait exercer au couvent, était vraiment fort remarquable. Je pensais, se disait Félise, que parce qu'il a plus de 35 ans, ce serait un vieillard ridicule comme nos confesseurs, et je trouve au contraire un homme vraiment digne de ce nom. Il ne porte point, à la vérité, le costume exagéré qui fait une grande partie du mérite de Roderick et des autres jeunes gens que j'ai connus. Il leur est fort inférieur, pour la qualité de velours et de broderie d'or qu'il porte dans ses vêtements, mais en un instant, s'il le voulait, il peut se donner ce genre de mérite, tandis que les autres, je pense, auraient bien de la peine à imiter la conversation sage, raisonnable et réellement intéressante du comte Buondelmonte. Félise ne se rendait pas complètement compte de ce qui donnait une physionomie si singulière à ce grand homme vêtu de velours noir, avec lequel depuis 1 heure elle parlait de beaucoup de sujets divers. Quoiqu'évitant avec beaucoup de soin tout ce qui aurait pu l'irriter, le comte était bien loin de lui céder en toute chose,
ainsi que l'avaient toujours fait tour à tour les hommes qui avaient eu des relations avec cette fille si belle, d'un caractère si impérieux et à laquelle on connaissait des amants. Comme le comte n'avait aucune prétention, il était simple et naturel avec elle. Seulement il avait évité de traiter en détail, jusque-là, les sujets qui pouvaient la mettre en colère. Il fallut pourtant bien en venir aux prétentions de la fière religieuse. On avait parlé des désordres du couvent. Au fait, madame, ce qui trouble tout ici, c'est la prétention, peut-être justifiable jusqu'à un certain point, d'avoir 2 femmes de chambre de plus que les autres, que met en avant l'une des personnes les plus remarquables de ce couvent. Ce qui trouble tout ici, c'est la faiblesse de caractère de l'abbesse, qui veut nous traiter avec une sévérité absolument nouvelle, et dont jamais on n'eut idée. Il peut y avoir des couvents remplis de filles réellement pieuses, qui aiment la retraite et qui aient songé à accomplir réellement les vœux de pauvreté, d'obéissance, etc., etc., qu'on leur a fait faire à 17 ans. Quant à nous, nos familles nous ont placés ici, pour laisser toutes les richesses de la maison à nos frères. Nous n'avions d'autre vocation que l'impossibilité de nous enfuir et de vivre ailleurs qu'au couvent, puisque nos pères ne voulaient plus nous recevoir dans leur palais. D'ailleurs, quand nous avons fait ces vœux si évidemment nuls aux yeux de la raison, nous avions tous été pensionnaires 1 ou plusieurs années dans le couvent, chacune de nous pensait devoir jouir du même degré de liberté que nous voyions prendre aux religieuses de notre temps. Or, je vous le déclare, monsieur le vicaire du prince, la porte du rempart le comte Buon Delmonte avait été fort amusé par cette levée de bouclier. Il la fit durer en faisant quelques objections les plus ridicules qu'il put imaginer. Félix y répondait avec un feu et un esprit charmant. Le comte voyait dans ses yeux tout l'étonnement qu'avait cette jeune fille de 20 ans en voyant de telles absurdités dans la bouche d'un homme raisonnable en apparence. Le comte prit congé de Félix, fit appeler l'abbesse, à laquelle il donna de sages avis, annonça au prince que les troubles du couvent de Saint-Triparata étaient apaisés, reçut force compliments pour sa sagesse profonde et enfin retourna à la culture de ses terres. Il y a pourtant, se disait-il quelquefois, une fille de 20 ans et qui passerait peut-être pour la plus belle personne de la ville, si elle vivait dans le monde, et qui ne raisonne pas tout à fait comme une poupée. Mais de grands événements eurent lieu dans le couvent. Toutes les religieuses ne raisonnaient pas aussi nettement que Félix, mais la plupart de celles qui étaient jeunes s'ennuyaient mortellement. Leur unique consolation était de dessiner des caricatures et de faire des sonnets satiriques sur un prince qui, après avoir été 25 ans cardinal, ne trouvait rien de mieux à faire, en arrivant au trône, que de ne plus voir sa maîtresse et de la charger, en qualité d'abbesse, de vexer de pauvres jeunes filles jetées dans ce couvent par l'avarice de leurs parents. Comme nous l'avons dit, la douce Rodelinde était l'amie intime de Félix. Leur amitié sembla redoubler depuis que Félix lui eut avoué que, depuis ses conversations avec le comte Buon Delmonte, cet homme âgé qui avait plus de 36 ans, son amoureux d'Eric lui semblait un être assez ennuyeux. Pour le dire en un mot, Félix avait pris de l'amour pour ce comte si grave. Les conversations infinies qu'elle avait à ce sujet avec son ami Rodelinde se prolongeaient quelquefois jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Or, suivant la règle de Saint-Benoît, que l'abbesse prétendait rétablir dans toute sa rigidité, chacune des religieuses devait être rentrée dans son appartement 1 heure après le coucher du soleil, au son d'une certaine cloche qu'on appelait la retraite. La bonne abbesse, croyant devoir donner l'exemple, ne manquait pas de s'enfermer chez elle au son de la cloche et croyait pieusement que toutes les religieuses suivaient son exemple. Parmi les plus jolies et les plus riches de ces dames, on remarquait Fabienne, âgée de 19 ans, la plus étourdie peut-être du couvent, et Céliane, son amie intime. L'une et l'autre étaient fort en colère contre Félix qui, disait-elle, les méprisait. Le fait est que, depuis que Félix avait un sujet de conversation aussi intéressant avec Rodelinde, elle supportait avec une impatience mal déguisée, ou plutôt nullement déguisée du tout, la présence des autres religieuses. Elle était la plus jolie, elle était la plus riche, elle avait évidemment plus d'esprit que les autres. Il n'en fallut pas tant, dans un couvent où l'on s'ennuyait, pour allumer une grande haine. Fabienne, dans son étourderie, alla dire à l'abbesse que Félix et Rodelinde restaient quelquefois au jardin jusqu'à 2 heures après minuit. L'abbesse avait obtenu du comte qu'un soldat du prince serait placé en sentinelle devant la porte du jardin du couvent, qui donnait sur l'espace vague derrière le rempart du nord. Elle avait fait placer d'énormes serrures à cette porte, et tous les soirs, en terminant sa journée, le plus jeune des jardiniers, qui était un vieillard de 60 ans, apporta à l'abbesse la clé de cette porte. L'abbesse envoyait aussitôt une vieille tourière détestée des religieuses fermer la seconde serrure de la porte. Malgré toutes ces précautions, rester au jardin jusqu'à 2 heures du matin parut un grand crime à ses yeux. Elle fit appeler Félix, et traita cette fille si noble et devenue maintenant l'héritière de sa famille avec un ton de hauteur qu'elle ne se fût peut-être pas permis si elle n'eût été sûre de la faveur du prince. Félix fut d'autant plus piquée de l'amertume de ses reproches, que, depuis qu'elle avait connu le comte, elle n'avait fait venir son amoureux d'Eric qu'une seule fois,
et encore pour se moquer de lui. Dans son indignation, elle fut éloquente, et la bonne abbesse, tout en lui refusant de lui nommer sa dénonciatrice, donna des détails, au moyen desquels il fut facile à Félix de deviner qu'elle devait cette contrariété à Fabienne. Aussitôt Félix résolut de se venger. Cette résolution rendit tout son calme à cette âme à laquelle le malheur avait donné de la force. « Savez-vous, madame, dit-elle à l'abbesse, que je suis digne de quelque pitié? J'ai perdu entièrement la paix de l'âme. Ce n'est pas sans une profonde sagesse que le grand saint Benoît, notre fondateur, a prescrit qu'aucun homme au-dessous de 60 ans ne put jamais être admis dans nos couvents. Monsieur le comte Buon d'Elmont, vicaire du grand-duc pour l'administration de ce couvent, a dû avoir avec moi de longs entretiens pour me dissuader de la folle idée que j'avais eue d'augmenter le nombre de mes femmes. Il est de la sagesse, il joint à une prudence infinie un esprit admirable. J'ai été frappé, plus qu'il ne convenait à une servante de Dieu et de saint Benoît, de ces grandes qualités du comte, notre vicaire. Le ciel a voulu punir ma folle vanité, je suis éperdument amoureuse du comte. Au risque de scandaliser mon ami Rodelinde, je lui ai fait l'aveu de cette passion aussi criminelle qu'elle est involontaire. Et c'est parce qu'elle me donne des conseils et des consolations, parce que quelquefois même elle l'abbesse ne manqua pas d'adresser une longue exhortation à la brebis égarée. Félix eut soin de faire des réflexions qui allongèrent encore le sermon. Maintenant, pensa-t-elle, les événements qu'amènera notre vengeance, à Rodelinde et à moi, ramèneront l'aimable comte au couvent. Je réparerai ainsi la faute que j'ai faite en cédant trop vite sur l'article des filles que je voulais prendre à mon service. Je fus séduite à mon insu par la tentation de paraître raisonnable à un homme tellement raisonnable lui-même. Je ne vis pas que je lui ôtais toute occasion de revenir exercer sa charge de vicaire dans notre couvent. De là vient que je m'ennuie tant maintenant. Cette petite poupée de Roderick, qui m'amusait quelquefois, me semble tout à fait ridicule, et, par mes fautes, je n'ai plus revu cet aimable comte. C'est à nous désormais, à Rodelinde et à moi, à faire en sorte que notre vengeance amène des désordres tels que sa présence soit souvent nécessaire au couvent. Notre pauvre abbesse est si peu capable de secret, qu'il est fort possible qu'elle engage à diminuer autant que possible les entretiens que je chercherai à avoir avec lui, auquel cas, je n'en doute pas, faire ma déclaration à cet homme si singulier et si froid. Ce sera une scène comique qui peut-être l'amusera, car où je me trompe fort, où il n'est pas autrement dupe de toutes les sottises qu'on nous prêche pour nous asservir. Seulement il n'a pas encore trouvé de femme digne de lui et je serai cette femme où j'y perdrai la vie. Dès lors, l'ennui de Félix et de Rodelinde fut chassé par le dessein de se venger qui occupa tout leur moment. Puisque Fabienne et Céliane ont entrepris méchamment de prendre le frais au jardin par les grandes chaleurs qu'il fait, il faut que le premier rendez-vous qu'elles accorderont à leurs amants fasse un scandale effroyable, et tel qu'il puisse effacer dans l'esprit des dames graves du couvent celui qu'a pu produire la découverte de mes promenades tardives dans le jardin. Le soir du premier rendez-vous accordé par Fabienne et Céliane à Lorenzo et à Pierre-Antoine, Roderick et Lancelot se placeront d'avance derrière les pierres de taille qui sont déposées dans cette sorte de place qui se trouve devant la porte de notre jardin. Roderick et Lancelot ne devront pas tuer les amants de ces dames, mais leur donner 5 ou 6 petits coups de leurs épées, de manière qu'ils soient tout couverts de sang. Leur vue dans cet état alarmera leur maîtresse et ces dames songeront à toute autre chose qu'à leur dire des choses aimables. Ce que les deux amis trouvèrent de mieux, pour organiser le guet-apens qu'elle méditait, fut de faire demander à l'abbesse un congé d'1 mois par Livia, la camériste noble de Rodelinde. Cette fille fort adroite était chargée de lettres pour Roderick et Lancelot. Elle leur portait aussi une somme d'argent, avec laquelle ils environnèrent d'espions Lorenzo B. et Pierre-Antoine D., l'amant de Céliane. Ces deux jeunes gens des plus nobles et des plus à la mode de la ville entraient la même nuit au couvent. Cette entreprise était devenue beaucoup plus difficile depuis le règne du cardinal grand-duc. En dernier lieu, l'abbesse Virgilia avait obtenu du comte Buon d'Elmont qu'une sentinelle serait placée devant la porte de service du jardin, laquelle donnait sur un espace désert derrière le rempart du nord. Livia, la camériste noble, venait tous les jours rendre compte à Félix et à Rodelinde des préparatifs de l'attaque méditée contre les amants de Céliane et de Fabienne. Les préparatifs ne durèrent pas moins de 6 semaines. Il s'agissait de deviner la nuit que Lorenzo et Pierre-Antoine choisiraient pour venir au couvent, et, depuis le nouveau règne, qui s'annonçait avec beaucoup de sévérité, la prudence redoublait pour des entreprises de ce genre. D'ailleurs, Livia trouvait de grandes difficultés auprès de Roderick. Il s'était fort bien aperçu de la tiédeur de Félix, et finit par refuser nettement de s'employer à la venger sur les amours de Fabienne et de Céliane, si elle ne consentait pas à lui donner l'ordre de vive voix dans un rendez-vous qu'elle lui accorderait. Or, c'est à quoi Félix, tout occupé du comte Buon d'Elmont, ne voulut jamais consentir. Je conçois bien, lui écrivit-elle avec sa franchise imprudente, qu'on se damne pour avoir du bonheur. Mais se damner pour voir un ancien amant dont le règne est passé, c'est ce que je ne concevrai jamais.
Toutefois, je pourrais bien consentir à vous recevoir encore une fois la nuit, pour vous faire entendre raison, mais ce n'est point un crime que je vous demande. Ainsi, vous ne pouvez point avoir de prétentions exagérées et demander à être payé comme si l'on exigeait de vous de donner la mort à un insolent. Ne commettez point l'erreur de faire aux amants de nos ennemis des blessures assez graves, pour les empêcher d'entrer au jardin et de se donner en spectacle à toutes celles de nos dames que nous aurons le soin d'y rassembler. Vous feriez manquer tout le piquant de notre vengeance, je ne verrai en vous qu'un étourdi indigne de m'inspirer la moindre confiance. Or, sachez que c'est surtout à cause de ce défaut capital que vous avez cessé de mériter mon amitié. Cette nuit de vengeance préparée avec tant de soin arriva enfin. Roderick et Lancelot, aidés de plusieurs hommes à eux, épièrent pendant toute la journée les actions de Lorenzo et de Pierre-Antoine. Par des indiscrétions de ceux-ci, ils obtinrent la certitude que la nuit suivante ils devaient tenter l'escalade du mur de Saint-Triparata. Un marchand fort riche, dont la maison était voisine du corps de garde qui fournissait la sentinelle placée devant la porte du jardin des religieuses, maria sa fille ce soir-là. Lorenzo et Pierre-Antoine, déguisés en domestiques de riches maisons, profitèrent de cette circonstance pour venir offrir en son nom, vers les 10 heures du soir, un tonneau de vin au corps de garde. Les soldats firent honneur au cadeau. La nuit était fort obscure, l'escalade du mur du couvent devait avoir lieu sur le minuit. Dès 11 heures du soir, Roderick et Lancelot cachés près du mur, eurent le plaisir de voir la sentinelle de leur précédente relevée par un soldat plus qu'à demi-ivre, et qui ne manqua pas de s'endormir au bout de quelques minutes. Dans l'intérieur du couvent, Félix et Rodelinde avaient vu leurs ennemis Fabienne et Céliane se cacher dans le jardin sous des arbres assez voisins du mur de clôture. Un peu avant minuit, Félix osa bien aller réveiller l'abbesse. Elle n'eut pas peu de peine à parvenir jusqu'à elle. Elle en eut encore plus à lui faire comprendre la possibilité du crime qu'elle venait lui dénoncer. Et enfin, après plus d'une demi-heure de temps perdu, et pendant les dernières minutes de laquelle Félix tremblait de passer pour une calomniatrice, l'abbesse déclara que le fait fût-il vrai, il ne fallait pas ajouter une infraction à la règle de Saint-Benoît à un crime. Or, la règle défendait absolument de mettre le pied au jardin après le coucher du soleil. Par bonheur, Félix se souvint qu'on pouvait arriver par l'intérieur du couvent, et sans mettre le pied au jardin, jusque sur le toit en terrasse d'une petite orangerie fort basse et toute voisine de la porte gardée par la sentinelle. Pendant que Félix était occupé à persuader l'abbesse, Rodelinde alla réveiller sa tante, âgée, fort pieuse, et sous-prieure du couvent. L'abbesse, quoique se faisant entraîner jusque sur la terrasse de l'orangerie, était bien éloignée de croire à tout ce que lui disait Félix. On ne saurait se figurer quel fut son étonnement, sa indignation, sa stupeur, quand, à 9 ou 10 pieds au-dessous de la terrasse, elle aperçut 2 religieuses qui à cette heure indues se trouvaient hors de leurs appartements, car la nuit profondément obscure ne lui permit point d'abord de reconnaître Fabienne et Céliane. « Fille impie !» s'écria-t-elle d'une voix qu'elle voulait rendre imposante, « imprudente malheureuse. Est-ce ainsi que vous servez la majesté divine? Songez que le grand Saint Benoît, votre protecteur, vous regarde du haut du ciel et frémit en vous voyant sacrilège à sa loi. Rentrez en vous-même, et comme la cloche de la retraite a sonné depuis longtemps, regagnez vos appartements toute hâte et mettez-vous en prière, en attendant la pénitence que je vous imposerai demain matin. » Qui pourrait peindre la stupeur et le chagrin qui remplirent l'âme de Céliane et de Fabienne, en entendant au-dessus de leur tête et si près d'elle la voix puissante de l'abbesse irritée? Elles cessèrent de parler et se tenaient immobiles lorsqu'une bien autre surprise vint les frapper ainsi que l'abbesse. Ces dames entendirent à 8 ou 10 pas d'elles à peine, et de l'autre côté de la porte, le bruit violent d'un combat à coups d'épée. Bientôt les combattants blessés jetèrent des cris. Quelques-uns étaient de douleur. Quelle ne fut pas la douleur de Céliane et de Fabienne en reconnaissant la voix de Lorenzo et de Pierre-Antoine. Elles avaient de fausses clés de la porte du jardin, elles se précipitèrent sur les serrures, et quoique la porte fût énorme, elles eurent la force de la faire tourner sur ses gonds. Céliane, qui était la plus forte et la plus âgée, osa la première sortir du jardin. Elle rentra quelques instants après, soutenant dans ses bras Lorenzo, son amant, qui paraissait dangereusement blessé et qui pouvait à peine se soutenir. Il gémissait à chaque pas comme un homme expirant, et en effet, à peine eut-il fait une dizaine de pas dans le jardin, que, malgré les efforts de Céliane, il tomba et expira presque aussitôt. Céliane, oubliant toute prudence, l'appelait à haute voix et éclatait en sanglots sur son corps, en voyant qu'il ne répondait point. Tout cela se passa à 20 pas environ du toit en terrasse de la petite orangerie. Félix comprit fort bien que Lorenzo était mort ou mourant, et il serait difficile de peindre son désespoir. « C'est moi qui suis la cause de tout cela », se disait-elle. Roderick se sera laissé emporter et il aura tué Lorenzo. Il est naturellement cruel, sa vanité ne pardonne jamais les blessures qu'on lui a faites, et dans plusieurs mascarades les chevaux de Lorenzo et les livrées de ses gens ont été trouvés plus beaux que les siennes. Félix soutenait l'abbesse à demi évanouie d'horreur.
Quelques instants après, la malheureuse Fabienne entrait au jardin, soutenant son malheureux amant Pierre-Antoine, lui aussi percé de coups mortels. Lui aussi ne tarda pas à expirer, mais, au milieu du silence général inspiré par cette scène d'horreur, on l'entendit qui disait à Fabienne: « C'est donc César, le chevalier de Malte. Je l'ai bien reconnu, mais s'il m'a blessé, lui aussi porte mes marques. » Don César avait été le prédécesseur de Pierre-Antoine auprès de Fabienne. Cette jeune religieuse semblait avoir perdu tout soin de sa réputation. Elle appelait à haute voix à son secours la Madone et sa sainte patronne, elle appelait aussi sa camériste noble, elle n'avait aucun souci de réveiller tout le couvent. C'est elle qui était réellement éprise de Pierre-Antoine. Elle voulait lui donner des soins, étancher son sang, bander ses plaies. Cette véritable passion excita la pitié de beaucoup de religieuses. On s'approcha du blessé, on alla chercher des lumières, il était assis auprès d'un laurier contre lequel il s'appuyait. Fabienne était à genoux devant lui donnant des soins. Il parlait bien et racontait de nouveau que c'était donc César, chevalier de Malte, qui l'avait blessé, lorsque tout à coup il raidit les bras et expira. Céliane interrompit les transports de Fabienne. Une fois certaine de la mort de Lorenzo, elle sembla l'avoir oublié et ne souvint plus que du péril qui les environnait, elle et sa chère Fabienne. Celle-ci était tombée évanouie sur le corps de son amant. Céliane la releva à demi et la secoua vivement, pour la rappeler à elle. « Ta mort et la mienne sont certaines, si tu te livres à cette faiblesse, lui dit-elle à voix basse, en pressant sa bouche contre son oreille, afin de n'être point entendue de l'abbesse, qu'elle distinguait fort bien appuyée contre la balustrade de la terrasse de l'orangerie, à 12 ou 15 pieds à peine au-dessus du sol du jardin. Réveille-toi, lui dit-elle, prends soin de ta gloire et de ta sûreté. Tu seras de longues années en prison dans un cachot obscur et infect, si dans ce moment tu t'abandonnes plus longtemps à la douleur. » Dans ce moment l'abbesse, qui avait voulu descendre, s'approchait des deux malheureuses religieuses, appuyée sur le bras de Félise. « Pour vous, madame, lui dit Céliane avec un ton d'orgueil et de fermeté, qui en imposa à l'abbesse, si vous aimez la paix et si l'honneur du noble monastère vous est cher, vous saurez vous taire et ne point faire de tout ceci une tracasserie auprès du grand-duc. Vous aussi, vous avez aimé, on croit généralement que vous avez été sage, et c'est une supériorité que vous avez sur nous. Mais si vous dites un mot de cette affaire au grand-duc, bientôt elle sera l'unique entretien de la ville et l'on dira que l'abbesse de Saint-Triparata, qui a connu l'amour dans les premières années de sa vie, n'a pas assez de fermeté pour diriger les religieuses de son couvent. Vous nous perdrez, madame, mais vous vous perdrez vous-même encore plus certainement que nous. Convenez, madame, dit-elle à l'abbesse qui poussait des soupirs et des exclamations confuses et de petits cris d'étonnement qui pouvaient être entendus, que vous ne voyez pas vous-même en ce moment ce qu'il y a à faire pour le salut du couvent et le vôtre. Et l'abbesse restant confuse et silencieuse, Céliane ajouta: il faut vous taire d'abord, et ensuite l'essentiel est d'emporter loin d'ici à l'instant même ces deux morts qui feront notre perte, avouez à nous, s'ils sont découverts. La pauvre abbesse, soupirant profondément, était tellement troublée qu'elle ne savait pas même répondre. Elle n'avait plus Félise auprès d'elle. Celle-ci s'était éloignée prudemment, après l'avoir conduite jusqu'auprès des deux malheureuses religieuses dont elle craignait par-dessus tout d'être reconnue. « Mes filles, faites tout ce qui vous semble nécessaire, tout ce qui vous paraîtra convenable, » dit enfin la malheureuse abbesse d'une voix éteinte par l'horreur de la situation où elle se trouvait. « Je saurais dissimuler toutes nos hontes, mais rappelez-vous que les yeux de la divine justice sont toujours ouverts sur nos péchés. » Céliane ne fit aucune attention aux paroles de l'abbesse. « Sachez garder le silence, madame, c'est là tout ce que l'on vous demande, » lui répéta-t-elle plusieurs fois en l'interrompant. S'adressant ensuite à Martona, la confidente de l'abbesse, qui venait d'arriver près d'elle. « Aidez-moi, ma chère amie. Il y va de l'honneur de tout le couvent, il y va de l'honneur et de la vie de l'abbesse. Car si elle parle, elle ne nous perd pas à demi, mais aussi nos nobles familles ne nous laisseront pas périr sans vengeance. » Fabienne, sanglotant à genoux devant un olivier, contre lequel elle s'appuyait, était hors d'état d'aider Céliane et Martona. « Retire-toi dans ton appartement, » lui dit Céliane. « Songe avant toute chose à faire disparaître les traces de sang qui peuvent se trouver sur tes vêtements. Dans une heure j'irai pleurer avec toi. » Alors, aidée de Martona, Céliane transporta le cadavre de son amant d'abord, puis celui de Pierre-Antoine dans la rue des Marchands d'Or, située à plus de 10 minutes de chemin de la porte du jardin. Céliane et sa compagne furent assez heureuses pour n'être reconnues de personne. Par un bonheur bien autrement signalé sans lequel leur sage précaution eût été rendue impossible, le soldat qui était en sentinelle devant la porte du jardin s'était assis sur une pierre assez éloignée et semblait dormir. Ce fut ce dont Céliane s'assura avant d'entreprendre de transporter les cadavres. Au retour de la seconde course, Céliane et sa compagne furent très effrayées. La nuit était devenue un peu moins sombre. Il pouvait être 2 heures du matin.
Elles virent bien distinctement 3 soldats réunis devant la porte du jardin, et ce qui était bien pire, cette porte semblait fermée. Voilà la première sottise de notre abbesse, dit Céliane à Martona. Elle se sera souvenue que la règle de Saint-Benoît veut que la porte du jardin soit fermée. Il nous faudra nous enfuir chez nos parents, et avec le prince sévère et sombre que nous avons je pourrais bien laisser la vie dans cette affaire. Quant à toi, Martona, tu n'es coupable de rien. D'après mon ordre, tu as aidé à transporter des cadavres dont la présence dans le jardin pouvait déshonorer le couvent. Mettons-nous à genoux derrière ces pierres. 2 soldats venaient à elle, retournant de la porte du jardin en corps de garde. Céliane remarqua avec plaisir qu'il paraissait presque complètement ivre. Il faisait la conversation, mais celui qui avait été en sentinelle et qui était remarquable à cause de sa taille fort élevée, ne parlait point à son compagnon des événements de la nuit. Et dans le fait, lors du procès qui fut instruit plus tard, il dit simplement que des gens armés et superbement vêtus étaient venus se battre à quelques pas de lui. Dans l'obscurité profonde il avait pu distinguer 7 à 8 hommes, mais s'était bien gardé de se mêler de leur querelle. Ensuite tous étaient entrés dans le jardin du couvent. Lorsque les 2 soldats furent passés, Céliane et sa compagne s'approchèrent de la porte du jardin et trouvèrent à leur grande joie qu'elle n'était que poussée. Cette sage précaution était l'œuvre de Félise. Lorsqu'elle avait quitté l'abbesse, afin de n'être point reconnue de Céliane et de Fabienne, elle avait couru à la porte du jardin alors tout à fait ouverte. Elle avait une peur mortelle que Roderick, qui, dans ce moment, lui faisait horreur n'eût cherché à profiter de l'occasion pour entrer au jardin et obtenir un rendez-vous. Connaissant son imprudence et son audace, et craignant qu'il ne cherchât à la compromettre pour se venger de l'affaiblissement de ses sentiments dont il s'était aperçu, Félise se tint cachée auprès de la porte, derrière des arbres. Elle avait entendu tout ce que Céliane avait dit à l'abbesse et ensuite à Martona, et c'était elle qui avait poussé la porte du jardin, lorsque peu d'instants après que Céliane et Martona furent sortis, emportant le cadavre, elle entendit venir les soldats qui venaient relever la sentinelle. Félise vit Céliane refermer la porte avec sa fausse clé et s'éloigner ensuite. Alors seulement elle quitta le jardin. Voilà donc cette vengeance, se disait-elle, dont je me promettais tant de plaisir. Elle passa le reste de la nuit avec Rodelinde à chercher à deviner les événements qui avaient pu amener un résultat si tragique. Par bonheur, dès le grand matin, sa camériste noble rentra au couvent, lui apportant une longue lettre de Roderick. Roderick et Lancelot, par bravoure, n'avaient point voulu se faire aider par des assassins à gage à leur fort commun à Florence. Eux 2 seuls avaient attaqué Lorenzo et Pierre-Antoine. Le duel avait été fort long, parce que Roderick et Lancelot, fidèles à l'ordre qu'ils avaient reçu, avaient reculé constamment, ne voulant faire à leurs adversaires que des blessures légères. Et en effet, ils ne leur avaient donné que des estocades sur les bras et ils étaient parfaitement sûrs qu'ils n'avaient pu mourir de ces blessures. Mais au moment où ils étaient sur le point de se retirer, ils avaient vu, à leur grand étonnement, un spadassin furieux fondre sur Pierre-Antoine. Au cri qu'ils poussaient en l'attaquant, ils avaient fort bien reconnu Don César, le chevalier de Malte. Alors, se voyant 3 contre 2 hommes blessés, ils s'étaient hâtés de prendre la fuite, et le lendemain c'était un grand étonnement dans Florence, lorsqu'on vint à découvrir les cadavres de ces jeunes hommes qui tenaient le premier rang dans la jeunesse riche et élégante de la ville. Ce fut à cause de leur rang qu'on les remarqua, car sous le règne dissolu de François, auquel le sévère Ferdinand venait de succéder, la Toscane avait été comme une province d'Espagne, et l'on comptait chaque année plus de 100 assassinats dans la ville. La grande discussion qui s'éleva dans la haute société, à laquelle Lorenzo et Pierre-Antoine appartenaient, eut pour objet de savoir s'ils s'étaient battus en duel entre eux ou étaient morts victimes de quelque vengeance. Le lendemain de ce grand événement, tout était tranquille dans le couvent. La très grande majorité des religieuses n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Dès l'aube du jour, avant l'arrivée des jardiniers, Martona était allée remuer la terre aux endroits où elle était tachée de sang, et détruire les traces de ce qui s'était passé. Cette fille, qui avait elle-même un amant, exécuta avec beaucoup d'intelligence et surtout sans rien dire à l'abbesse, les ordres que lui donna Céliane. Celle-ci lui fit cadeau d'une jolie croix en diamant. Martona, fille fort simple, en la remerciant lui dit « Il est une chose que je préférerais à tous les diamants du monde. Depuis que cette nouvelle abbesse est venue au couvent, et quoique pour conquérir sa faveur je me suis abaissé à lui rendre des soins tout à fait serviles, jamais je n'ai pu obtenir d'elle qu'elle me donnât les moindres facilités pour voir Julien R. qui m'est attaché. Cette abbesse fera notre malheur à toutes. Enfin, il y a plus de 4 mois que je n'ai vu Julien, et il finira par m'oublier. L'amie intime de madame, la signora Fabienne, est au nombre des 8 sœurs portières. Un service en mérite un autre. Madame Fabienne, ne pourra-t-elle pas, un jour qu'elle sera de garde à la porte, me permettre de sortir pour voir Julien, ou lui permettre d'entrer? J'y ferai mon possible, lui dit Céliane,
Mais la grande difficulté que me poserait Fabienne, c'est que l'abbesse ne s'aperçoive de votre absence. Vous l'avez trop accoutumé à vous avoir sans cesse sous la main. Essayez de faire de petites absences. Je suis sûr que si vous étiez attaché à tout autre qu'à Madame l'abbesse, Fabienne n'aurait aucune difficulté de vous accorder ce que vous demandez. Ce n'était point sans dessein que Céliane parlait ainsi. Tu passes ta vie à pleurer ton amant, dit-elle à Fabienne, et tu ne songes pas l'effroyable danger qui nous menace. Notre abbesse est si incapable de se taire que tôt ou tard ce qui est arrivé parviendra à la connaissance de notre sévère grand-duc. Il a porté sur le trône les idées d'un homme qui a été 25 ans cardinal. Notre crime était des plus grands que l'on puisse commettre aux yeux de la religion. En un mot, la vie de l'abbesse est notre mort. Que veux-tu dire? S'écria Fabienne en essuyant ses larmes. Je veux dire qu'il faut que tu obtiennes de ton amie Victoire Amanati, qu'elle te donne un peu de ce fameux poison de Pérouse que sa mère lui donnait en mourant, elle-même empoisonnée par son mari. Sa maladie avait duré plusieurs mois et peu de personnes eurent l'idée de poison. Il en sera de même de notre abbesse. Ton idée me fait horreur, s'écria la douce Fabienne. Je ne doute pas de ton horreur et je la partagerais, si je me disais que la vie de l'abbesse c'est la mort de Fabienne et de Céliane. Songe à ceci, Madame l'abbesse est absolument incapable de se taire. Un mot d'elle suffit pour persuader le cardinal grand-duc, qui affiche surtout l'horreur des crimes occasionnés par l'ancienne liberté qui régnait dans nos pauvres couvents. Ta cousine est fort liée avec Martona, qui appartient à une branche de sa famille ruinée par les banqueroutes de 158. Martona est amoureuse folle d'un bâtisseur de se nommer Julien. Il faut que ta cousine lui donne, comme un somnifère propre à faire cesser la surveillance si gênante de Madame l'abbesse, ce poison de Pérouse qui fait mourir en 6 mois de temps. Le comte Buon d'Helmont ayant eu l'occasion de venir à la cour, le grand-duc Ferdinand le félicita sur la tranquillité exemplaire qui régnait dans l'abbaye de Saint-Triparata. Ce mot du prince engagea le comte à aller voir son ouvrage. On peut juger de son étonnement, lorsque l'abbesse lui raconta le double assassinat, du résultat duquel elle avait été témoin. Le comte vit bien que l'abbesse Virgilia était tout à fait incapable de lui donner le moindre renseignement sur la cause de ce double crime. Il n'y a ici, se dit-il, que Félix, cette bonne tête, dont les raisonnements m'embarrassèrent si fort, il y a 6 mois, lors de ma première visite, qui puisse me donner quelques lumières sur la présente affaire. Mais préoccupée comme elle est de l'injustice de la société et des familles à l'égard des religieuses, voudra-t-elle parler? L'arrivée au couvent du vicaire du grand-duc avait jeté Félix dans une joie immodérée. Enfin elle reverrait cet homme singulier, cause unique de toutes ses démarches depuis 6 mois. Par un effet contraire, la venue du comte avait jeté dans une profonde terreur Céliane et la jeune Fabienne, son amie. Tes scrupules nous auront perdus, dit Céliane à Fabienne. L'abbesse est trop faible pour ne pas avoir parlé. Et maintenant notre vie est entre les mains du comte. 2 parties nous restent, prendre la fuite, mais avec quoi vivrons-nous? L'avarice de nos frères saisira le prétexte du soupçon de crime qui plane sur nous, pour nous refuser du pain. Anciennement, quand la Toscane n'était qu'une province de l'Espagne, les malheureux Toscans persécutés pouvaient se réfugier en France. Mais ce grand-duc cardinal a tourné ses yeux vers cette puissance et veut secouer le joug de l'Espagne. Impossible à nous de trouver un refuge, et voilà, ma pauvre amie, à quoi nous ont conduit tes scrupules enfantins. Nous n'en serons pas moins obligés de commettre le crime, car Martona et l'abbesse sont les seuls témoins dangereux de ce qui s'est passé dans cette nuit fatale. La tante de Rodelinde ne dira rien. Elle ne voudra pas compromettre l'honneur de ce couvent qui lui est si cher. Martona, ayant présenté le prétendu sceau, il serait trop long de rendre compte du savant entretien que Félix eut avec le comte. Elle avait toujours présente la faute qu'elle avait commise en cédant trop vite sur l'article des 2 femmes de chambre. Il était résulté de cet excès de bonne foi que le comte avait passé 6 mois sans reparaître au couvent. Félix se promit bien de ne plus tomber dans la même erreur. Le comte l'avait fait prier avec toute la grâce possible de lui accorder un entretien au parloir. Cette invitation mit Félix hors d'elle-même. Elle eut besoin de se rappeler ce qu'elle devait à sa dignité de femme, pour remettre l'entretien au lendemain. Mais en arrivant à ce parloir où le comte était seul, quoique séparé de lui par une grille dont les barreaux étaient énormes, Félix se sentait saisie d'une timidité qu'elle n'avait jamais éprouvée. Son étonnement fut extrême, elle se repentait profondément de cette idée qui autrefois lui avait semblé si habile et si plaisante. Nous voulons parler de cet aveu de sa passion pour le comte, autrefois fait par elle à l'abbesse, afin qu'elle le redît au comte. Alors elle était bien loin de l'aimer comme elle le faisait maintenant. Il lui avait semblé plaisant d'attaquer le cœur du grave commissaire que le prince donnait au couvent. Maintenant, ses sentiments étaient bien différents, lui plaire était nécessaire à son bonheur. Si elle n'y réussissait pas, elle serait malheureuse, et qu'est-ce que dirait un homme aussi grave que l'étrange confidence que lui ferait l'abbesse? Il pouvait fort bien la trouver indécente,
et cette idée mettait Félix à la torture. Il fallait parler. Le comte était là, grave, assis devant elle, lui adressa des compliments sur la haute portée de son esprit. L'abbesse lui a-t-elle déjà parlé? Toute l'attention de la jeune religieuse se concentra sur cette grande question. Par bonheur pour elle, elle crut voir ce qui en effet était la vérité, que l'abbesse, encore tout effrayée de la vue des deux cadavres qui lui avaient apparu dans cette nuit fatale, avait oublié un détail aussi futile que le fol amour conçu par une jeune religieuse. Le comte de son côté voyait fort bien le trouble extrême de cette belle personne et ne savait à quoi l'attribuer. Serait-elle coupable? Se disait-il. Cette idée le troublait, lui si raisonnable. Ce soupçon le porta à accorder une attention extrême et sérieuse aux réponses de la jeune religieuse. C'était un honneur que depuis longtemps les paroles d'aucune femme n'avaient obtenu de lui. Il admira l'adresse de Félix. Elle trouvait l'art de répondre de manière flatteuse pour le comte à tout ce que celui-ci lui disait sur le combat fatal qui avait eu lieu à la porte du couvent, mais elle se gardait de lui adresser des réponses concluantes. Après 1 heure et demie d'une conversation pendant laquelle le comte ne s'était pas ennuyé un seul instant, il prit congé de la jeune religieuse, en la suppliant de lui accorder un second entretien à quelques jours de là. Ce mot répandit une félicité céleste dans l'âme de Félix. Le comte sortit fort pensif de l'abbaye de Saint-Triparata. Mon devoir serait sans doute, se disait-il, de rendre compte au prince des choses étranges que je viens d'apprendre. Tout l'État était occupé de la mort étrange de ces deux pauvres jeunes gens si brillants, si riches. D'un autre côté, avec le terrible évêque que ce prince cardinal vient de nous donner, lui dire un mot de ce qui s'est passé, c'est précisément la même chose qu'introduire dans ce malheureux couvent toutes les fureurs de l'Inquisition espagnole. Ce n'est pas une seule de ces pauvres filles que ce terrible évêque fera périr, mais peut-être 5 ou 6. Et qui sera coupable de leur mort, si ce n'est moi, qui n'avais qu'à commettre un bien petit abus de confiance pour qu'elle n'eût pas lieu? Si le prince vient savoir ce qui s'est passé et me fait des reproches, je lui dirai, votre terrible évêque m'a fait peur. Le comte n'osait pas s'avouer bien exactement tous les motifs qu'il avait pour se taire. Il n'était pas sûr que la belle Félix ne fût pas coupable, et tout son être était saisi d'horreur à la seule idée de mettre en péril la vie d'une pauvre jeune fille si cruellement traitée par ses parents et par la société. Elle serait l'ornement de Florence, se disait-il, si on lui mariait. Le comte avait invité à une magnifique partie de chasse dans la Marâme de Sienne, dont la moitié lui appartenait, les plus grands seigneurs de la cour et les plus riches marchands de Florence. Il s'excusa auprès d'eux, la chasse eut lieu sans lui, et Félix fut bien étonné en entendant, dès le surlendemain de la première conversation, les chevaux du comte qui piaffaient dans la première cour du couvent. Le vicaire du grand-duc, en prenant la résolution de ne point parler au prince de ce qui était arrivé, avait pourtant senti qu'il contractait l'obligation de veiller sur la tranquillité future du couvent. Or, pour y parvenir, il fallait d'abord connaître quelle part les deux religieuses, dont les amants avaient péri, avaient eu à leur mort. Après un fort long entretien avec l'abbesse, le comte fit appeler 8 ou 10 religieuses, parmi lesquelles se trouvaient Fabienne et Céliane. Il trouva à son grand étonnement qu'ainsi que le lui avait dit l'abbesse, 8 de ces religieuses ignoraient totalement ce qui s'était passé dans la nuit fatale. Le comte ne fit des interrogations directes qu'à Céliane et Fabienne, elles nièrent. Céliane avec toute la fermeté d'une âme supérieure au plus grand malheur, la jeune Fabienne comme une pauvre fille au désespoir, à laquelle on rappelle barbarément la source de toutes ses douleurs. Elle était horriblement maigrie et semblait atteinte d'une maladie de poitrine, elle ne pouvait se consoler de la mort du jeune Lorenzo B. C'est moi qui l'ai tué, disait-elle à Céliane dans les longs entretiens qu'elle avait avec elle. J'aurais dû mieux ménager l'amour-propre du féroce Don César, son prédécesseur, en rompant avec lui. Dès son entrée dans le parloir, Félix comprit que l'abbesse avait eu la faiblesse de parler au vicaire du grand-duc de l'amour qu'elle avait pour lui. Les façons du sage Buondelmont en étaient toutes changées. Ce fut d'abord un grand sujet de rougeur et d'embarras pour Félix. Sans s'en apercevoir précisément, elle fut charmante pendant le long entretien qu'elle eut avec le comte, mais elle n'avouait rien. L'abbesse ne savait exactement rien de ce qu'elle avait vu et encore, suivant toute apparence, mal vu. Céliane et Fabienne n'avouaient rien. Le comte était fort embarrassé. Si j'interroge les caméristes nobles et les domestiques, c'est la même chose que donner accès à l'évêque dans cette affaire. Elles parleront à leur confesseur et nous voici avec l'inquisition dans le couvent. Le comte, fort inquiet, revint tous les jours à Saint-Triparata. Il prit le parti d'interroger toutes les religieuses, puis toutes les caméristes nobles, enfin toutes les personnes de service. Il découvrit les vérités sur un infanticide qui avait eu lieu 3 ans auparavant et dont l'official de la cour de justice ecclésiastique, présidé par l'évêque, lui avait transmis la dénonciation. Mais, à son grand étonnement, il vit que l'histoire des 2 jeunes gens trémourant dans le jardin de l'abbaye n'était absolument connue que de l'abbesse, de Céliane, de Fabienne, de Félix et de son ami Rodelinde.
l'attente de celle-ci sut si bien dissimuler, qu'elle échappa aux soupçons. La terreur inspirée par le nouvel évêque Monsignor était telle, qu'à l'exception de l'abbesse et de Félix, les dépositions de toutes les autres religieuses, évidemment entachées de mensonges, étaient toujours données dans les mêmes termes. Le comte terminait toutes ses séances au couvent par une longue conversation avec Félix, qui faisait son bonheur, mais pour la faire durer, elle s'appliquait à n'apprendre compte chaque jour qu'une petite partie de ce qu'elle savait de relatif à la mort des deux jeunes cavaliers. Elle était au contraire d'une extrême franchise sur les choses qui la regardaient personnellement. Elle avait eu 3 amants. Elle raconta au comte, qui était presque devenu son ami, toute l'histoire de ses amours. La franchise si parfaite de cette jeune fille si belle et le temps d'esprit intéressa le comte qui ne fit point difficulté de répondre à cette franchise par une extrême candeur. « Je ne saurais vous payer, disait-il à Félix, par des histoires intéressantes comme les vôtres. Je ne sais si j'oserais vous dire que toutes les personnes de votre sexe que j'ai rencontrées dans le monde, m'ont toujours inspiré plus de mépris pour leur caractère que d'admiration pour leur beauté. » Les fréquentes visites du comte avaient ôté le repos à Céliane. Fabienne, de plus en plus absorbée dans sa douleur, avait cessé de poser ses répugnances aux conseils de son ami. Quand son tour vint de garder la porte du couvent, elle ouvrit la porte, détourna la tête, et Julien, le jeune ouvrier en soie, ami de Martona, confidente de l'abbesse, put entrer dans le couvent. Il y passa 8 jours entiers jusqu'au moment où Fabienne, étant de nouveau de service, put laisser la porte ouverte. Il paraît que ce fut sur la fin de ce long séjour de son amant que Martona donna de sa liqueur somnifère à l'abbesse, qui voulait la voir jour et nuit auprès d'elle, et touchait des plaintes de Julien qui s'ennuyait mortellement. Ce Julie, jeune religieuse fort dévote, passant un soir dans le grand dortoir, entendit parler dans la chambre de Martona. Elle s'approcha, sans faire de bruit, mit l'œil à la serrure et vit un beau jeune homme qui, assis à table, soupait en riant avec Martona. Julie donna quelques coups à la porte, puis venant à songer que Martona pourrait fort bien ouvrir cette porte, l'enfermer avec ce jeune homme et la dénoncer, elle, Julie, à l'abbesse, dont elle serait crue à cause de l'habitude que Martona avait de passer sa vie avec l'abbesse, Julie fut saisie d'un trouble extrême. Elle se vit en imagination poursuivie dans le corridor solitaire et fort obscur en ce moment, où l'on n'avait pas encore allumé les lampes, par Martona qui était beaucoup plus forte qu'elle. Julie toute troublée prit la fuite, mais elle entendit Martona ouvrir sa porte, et se figurant avoir été reconnue par elle, elle alla tout dire à l'abbesse, laquelle horriblement scandalisée accourut à la chambre de Martona où l'on ne trouva pas Julien qui s'était enfui au jardin. Mais cette même nuit, l'abbesse ayant cru prudent, même dans l'intérêt de la réputation de Martona, de la faire coucher dans la chambre d'elle, abbesse, et lui ayant annoncé que dès le lendemain matin elle irait elle-même, accompagnée du père, confesseur du couvent, mettre les scellés sur la porte de sa cellule, où la méchanceté avait pu supposer qu'un homme était caché. Martona irritée et occupée en ce moment à préparer le chocolat qui formait le souper de l'abbesse, y mêla une énorme quantité du prétendu somnifère. Le lendemain, l'abbesse Virgilia se trouva dans un état d'irritation nerveuse tellement singulier, et en se regardant au miroir, elle se trouva une figure tellement changée qu'elle pensa qu'elle allait mourir. Le premier effet de ce poison de Pérouse est de rendre presque folles les personnes qui en ont pris. Virgilia se souvint qu'un des privilèges des abbesses du noble couvent de Saint-Triparata était d'être assistée à leur dernier moment par Monseigneur l'évêque. Elle écrivit au prélat qui bientôt parut dans le couvent. Elle lui conta non seulement sa maladie, mais encore l'histoire des 2 cadavres. L'évêque la tança sévèrement de ne pas lui avoir donné connaissance d'un incident aussi singulier et aussi criminel. L'abbesse répondit que le vicaire du prince, comte Buon d'Elmont, lui avait fortement conseillé d'éviter le scandale. Et comment ce séculier a-t-il l'audace d'appeler scandale le strict accomplissement de vos devoirs? En voyant arriver l'évêque au couvent, Céliane dit à Fabienne: « Nous sommes perdus. Ce prêtre est fanatique et qui veut à tout prix introduire la réforme du Concile de Trente dans les couvents de son diocèse, sera pour nous un tout autre homme que le comte Buon d'Elmont. » Fabienne se jeta en pleurant dans les bras de Céliane. « La mort n'est rien pour moi, mais je mourrais doublement désespéré puisque j'aurais causé ta perte, sans sauver pour cela la vie de cette malheureuse abbesse. » Aussitôt Fabienne se rendit dans la cellule de la dame qui, ce soir-là, devait être de garde à la porte. Sans lui donner d'autres détails, elle lui dit qu'il fallait sauver la vie et l'honneur de Martona, qui avait eu l'imprudence de recevoir un homme dans sa cellule. Après beaucoup de difficultés, cette religieuse consentit à laisser la porte ouverte et à s'en éloigner un instant, un peu après 11 heures du soir. Pendant ce temps, Céliane avait fait dire à Martona de se rendre au chœur. C'était une salle immense comme une seconde église, séparée par une grille de celle qui était livrée au public, dont le soffit avait plus de 40 pieds d'élévation. Martona s'était agenouillée au milieu du chœur de façon à ce qu'en parlant bas personne ne pût l'entendre. Céliane alla se placer à côté d'elle. « Voici,
lui dit-elle, une bourse qui renferme tout ce que nous nous sommes trouvés d'argent, Fabienne et moi. Ce soir ou demain soir, je m'arrangerai pour que la porte du couvent reste ouverte un instant. Fais échapper Julien, et toi-même, sauve-toi bientôt après. Sois assuré que l'abbesse Virgilia a tout dit au terrible évêque, dont le tribunal te condamnera sans doute à 15 années de cachot ou à la mort. Martona fit un mouvement pour se jeter aux genoux de Céliane. « Que fais-tu, imprudente ?» s'écria celle-ci, et elle eut le temps d'arrêter son mouvement. « Songe que Julien et toi, vous pouvez être arrêtés à chaque instant. D'ici au moment de ta fuite, tiens-toi caché le plus possible, et sois surtout attentive aux personnes qui entrent dans le parloir de Madame l'abbesse. » Le lendemain, en arrivant au couvent, le comte trouva bien des changements. Martona, la confidente de l'abbesse, avait disparu pendant la nuit. L'abbesse était tellement affaiblie qu'elle fut obligée, pour recevoir le vicaire du prince, de se faire transporter à son parloir dans un fauteuil. Elle avoua au comte qu'elle avait tout dit à l'évêque. « En ce cas, nous allons avoir du sang ou des poisons », s'écria celui-ci.